Bonjour à tous et bienvenue sur le Dazibao en bref. Désormais, chaque épisode du podcast sera accompagné de sa version abrégée pour les auditeurs pressés. En moins de 30 minutes, mes invités se prêteront à l'exercice compliqué du résumé et de la concision. Et pour ceux qui souhaiteront poursuivre la découverte du sujet de recherche de mon invité, je vous invite à écouter la version longue de cet épisode sur le site internet du Dazibao et sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao en bref. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Bastien Géry. Salut Bastien. Salut Marjolaine. Merci beaucoup d'être avec moi dans le Dazibao en bref. Donc aujourd'hui, on va discuter de ton mémoire de Master 2 en sciences politiques mention relations internationales qui s'intitule Extractivisme du lithium dans la Puna Saltena, territorialiser la domination du projet Eramine. Tu as réalisé ton mémoire sur la direction de Monsieur Hugo Meyer à Sciences Po Paris. Donc Bastien, tu le sais, l'exercice du Dazibao en bref n'est pas très facile. Néanmoins, en un temps réduit, on veut pratiquement tout savoir de ton travail de mémoire. Donc, je vais pas perdre plus de temps que ça. Je te tends le micro, c'est à toi. On t'écoute avec une grande attention. Merci Marjolaine de me recevoir. Donc, pour parler de ce mémoire de M2, donc extractivisme dans la Puna Argentine, comme tu l'as présenté, territorialiser la domination du projet Eramine. Donc, comme je l'ai vu dans les épisodes précédents, je vais revenir aussi brièvement sur pourquoi je me suis intéressé à ce sujet, donc à l'extractivisme du lithium. Ça a commencé en licence, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de la réouverture des mines en Europe, et particulièrement en France. L'ère de la transition énergétique va faire appel à d'importantes nécessités de métaux, à savoir le lithium en l'occurrence, pour la production de batteries électriques, du stockage de l'énergie, etc. Et donc en 2023-2022, il me semble, j'ai commencé à travailler sur un projet, le projet Imerys dans l'Allier, qui visait à fabriquer des voitures électriques made in France. En tout cas, extraire le lithium made in France. Et c'était un sujet qui m'a directement interpellé parce qu'il croise à la fois les thématiques écologiques et sociales et qui était intéressant pour les contradictions inhérentes au sujet, à savoir qu'en ouvrant une mine de lithium en France, on venait à détruire un peu plus le vivant et la biodiversité environnante pour des projets assez massifs, mais au prix de servir donc cette transition verte, comme beaucoup l'appellent. Et donc ce premier sujet il m'a mené à me pencher sur l'Amérique latine, et en l'occurrence le triangle du lithium, donc cette triple frontière entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili, où se concentrent à peu près 70% des ressources lithifières au monde. À la rentrée de mon Master 2, j'ai pris connaissance d'un projet français, le projet Eramine, filiale d'Eramet en Argentine, qui venait à s'installer dans la province de Salta au nord-ouest de l'Argentine et qui allait rentrer en production en novembre 2024. Donc pour moi, c'était l'opportunité de travailler sur un acteur français qui venait à impulser la première entreprise européenne qui allait produire du carbonate de lithium sur le sol argentin. Et puis en temps réel, quoi, c'est cool. Exactement, voilà, c'était vraiment cette occasion, d'autant plus qu'un acteur qui se présentait comme un ancien acteur historique du capitalisme fossile, qui était spécialisé dans la production de manganèse et de nickel, qui entendait devenir un acteur de la transition énergétique. Donc pour moi, c'était évidemment intéressant d'essayer de confronter ce discours institutionnel au terrain et savoir véritablement quelles étaient les dynamiques qui travaillaient cette question et cet objet de recherche. Et ce qui était directement frappant, quand j'ai commencé à me pencher sur le projet Eramet, c'est qu'il se présentait comme d'une exemplarité des plus totales. Et contrairement aux autres projets dans la région, il n'avait pas entraîné une opposition vis-à-vis des populations locales, malgré une usine de 30 hectares, une pipeline de 300 km qui traversait le Salar, donc le désert de sel, pour une production en plus de 24 000 tonnes de lithium par an. Un peu caricaturalement, je me suis posé cette question un peu naïve de comment ce projet était parvenu à s'implanter sans engager ce vent de révolte dans des régions qui reposent pourtant sur un équilibre environnemental assez fragile. Donc la problématique posée par mon mémoire était la suivante. Comment les multinationales extractives négocient-elles leur implantation sur les territoires des communautés locales de la Puna, cette région sur laquelle le projet Eramet prenait place. Et qui plus est, donc, comment le projet Eramet, comme il le présentait, était parvenu à récolter le consentement des populations locales, comme présenté dans leur couverture marketing.
Donc à ce sujet-là, sur cette question, la littérature, elle va être divisée plutôt en 3 grandes écoles. En tout cas, c'est comme ça que je la constitue. Alors il y a ceux qui viennent à considérer que les projets extractifs sont imposés du haut vers le bas, dans un rapport nord-sud de domination qui va suivre des logiques très violentes, sans aucune négociation possible avec les communautés locales. D'autres vont considérer que les projets miniers, dans une logique de préservation de leur réputation, vont s'implanter à travers des formes de gouvernementalité extractive, avec des registres plus silencieux, plus doux du pouvoir, de cooptation. On parviendrait à susciter l'acceptation d'un projet minier grâce à des méthodes de contrôle biopolitique des habitants, par exemple. Et enfin, il y a une troisième école qui vient plutôt à considérer qu'il existe une approche relationnelle, qu'il n'y a pas d'opposition binaire entre une entreprise et les populations locales, qu'il y a une coexistence qui est possible, et qui dit coexistence dit qu'il y aurait une potentielle co-construction des projets par des acteurs parfois très hétérogènes, à savoir de l'habitant aux meneurs du projet, aux investisseurs. Okay. Donc pour comprendre comment l'entreprise était parvenue à atterrir sur ce territoire, à s'implanter, il a fallu donc que je retrace la stratégie d'Eramet depuis son arrivée en 2010 jusqu'à la rentrée en production du site en 2024. Alors c'est 15 ans de latence jusqu'à la matérialisation du projet. C'est un travail de territorialisation qui a véritablement été mis en place par l'entreprise pour éviter donc de susciter ce vent de révolte. Donc dans un premier temps, la stratégie du groupe minier, c'est celle de la construction politique du vide, comme j'ai eu l'occasion de développer dans le précédent exercice. Dans le grand épisode qui est déjà disponible sur le site internet du Dazibao, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin après. Exactement, pour cette version longue. Donc cette construction politique du vide, c'est lorsque le groupe minier insiste énormément sur les conditions de la zone désertique. Donc le vent, le froid, la chaleur et l'altitude, en insistant sur le fait que le salar de Centenario Artenés, ce désert de sel sur lequel prend place le site d'Eramet, est un endroit vidé de sa population. Alors donc tous les films institutionnels du projet viennent à présenter cet endroit comme un endroit vide de population. Et inhabité, ce qui laisse place dans nos imaginaires à une zone dite sacrificielle sur laquelle l'entreprise va pouvoir insuffler ses activités sans contrainte majeure, en omettant donc le droit foncier des populations qui vivent. La construction du vide vient normaliser l'absence de titres fonciers des communautés autochtones dans la région. Et c'est là qu'on touche au point un peu fondamental. Parce qu'en Argentine, lorsqu'un projet minier s'implante dans un territoire qui est habité, là en l'occurrence, par des communautés autochtones, il doit réaliser, donc en vertu de la Convention 169 de l'OIT relative aux droits des peuples originaires et tribaux, donc le CLIP. Le CLIP, c'est la consultation libre, préalable et informée vis-à-vis des populations qui vont être impactées par des projets économiques d'ampleur, comme c'est le cas pour le projet Eramet, comme je l'ai dit, une usine de 30 hectares, etc., etc. Et qui va bouleverser durablement donc, la vie des écosystèmes et des populations. Mais dans le cas de Salta et du projet Eramin, c'est l'absence de titres fonciers des communautés autochtones qui n'ont pas été reconnus en fait, par le gouvernement, par la province de Salta, vient rendre absolument caduque donc, cette consultation et vide de sa portée juridique cet exercice-là. Alors cette consultation, elle a quand même été réalisée parce que c'est quand même un outil pour l'entreprise minière de marketing, de visibilisation et même de légitimité, mais donc elle n'a pas été contraignante. Et au-delà de ça, donc elle permet à l'entreprise d'avoir la mainmise totale sur la définition des termes, le calendrier et le choix de qui est en dedans ou en dehors du processus de consultation. Et du coup, c'est un peu là que ça devient intéressant. Parce que dans le cadre du projet Eramin, cette mainmise sur les termes du sujet, ça permet de délimiter spatialement la zone d'influence sur laquelle va être exercée cette consultation. En l'occurrence, c'est un village de 280 habitants, le village de Santa Rosa de los Patos Grandes, qui sera consulté par l'entreprise minière. Ou à l'intérieur même de ce village, on va se tourner vers un individu, la représentante de la communauté, avec laquelle on va se montrer extrêmement généreux, qui va bénéficier de beaucoup de cadeaux de l'entreprise minière, des retombées des projets de responsabilité sociale et environnementale. Donc c'est une forme de contractualisation de la consultation, où l'on vient à s'assurer de la passivité des habitants en échange de projets de responsabilité sociale à destination du village et de sa représentante. Tout cela, c'est en quelque sorte permis par un État qui a délégué la responsabilité des consultations aux multinationales extractives sur les territoires qu'elles-mêmes viennent à convoiter.
Parce que les consultations, normalement, ça doit être encadré par quelqu'un de l'État ou non, c'est toujours la communauté locale qui se débrouille avec l'entreprise? En fait, ça doit être réalisé par l'État, en tout cas encadré par l'État, ou Ok. du moins une instance impartiale qui vient s'assurer que on réalise véritablement cette Ouais. consultation libre. On a bien pris tout le monde. Exactement. Voilà, tout le monde a été consulté et on n'a pas laissé machin qui va nous déranger. Non, toi, on te demande pas. Exactement. Et d'autant plus qu'une consultation, voilà, aussi floue soit-elle que quand on parle de consultation libre, préalable et informée, comment on s'assure que quelqu'un est informé et comment on s'assure que quelqu'un est libre. Et c'est lire et comprendre de quoi on lui parle. Exactement. Donc, Ok. comme je le disais, cette consultation, elle est permise par un État qui a délégué cette responsabilité aux multinationales, donc sur les territoires qu'elles-mêmes convoitent. On peut parler de retrait stratégique de l'État, qui vient aggraver l'équilibre des négociations, si l'on peut encore appeler ça négociation, dès lors qu'on a d'un côté une entreprise très dotée en capitaux économiques, juridiques et politiques, et de l'autre des communautés à la marge totale, à savoir loin de tout centre politique et économique, avec un pouvoir très limité. Parce que c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas revenu, mais le salar de Centenario Ratones se situe dans la région de Salta, donc au nord-ouest de l'Argentine, en périphérie totale de la région de Salta, donc qui est une région qui est extrêmement pauvre, avec un chômage qui est extrêmement élevé. Et on se trouve donc dans des villages avec des populations qui tournent autour de 200-300 habitants, qui ont attendu en quelque sorte, en tout cas c'est comme ça que la ville de Sant Antonio de los Cobres a été présentée, ont souvent attendu le développement parce que les richesses ont souvent transité déjà à la période coloniale quand elles passaient de Potosí à Buenos Aires pour être exportées vers l'Europe et les centres. Donc c'est des territoires qui ont été très souvent et qui sont encore à la périphérie et qu'on vient aujourd'hui convoiter pour les ressources lithifières qui s'y trouvent. Et en plus, on est à 4000 mètres d'altitude, donc on se pèle les miches. Exactement. Voilà. 4000 mètres d'altitude, ouais, donc avec un climat qui est très peu en fait favorable aussi à la vie. Et donc cette périphérie-là, cette marge, elle confère aux habitants un pouvoir très limité. Et de fait, Santa Rosa de los Pastos Grandes, le village sur lequel j'ai principalement travaillé, avant l'arrivée de la mine, c'est quelques maisons en adobe et en pierre, des habitants qui vivent principalement du pastoralisme. Le pastoralisme, c'est un système qui mêle l'agriculture avec l'élevage, et c'est principalement l'élevage de lamas et de moutons. Mais donc, depuis l'arrivée de l'entreprise minière, c'est un changement qui est radical dans le village, pour 3 points que je vais développer, parce que c'est une entreprise minière qui vient substituer à un État qui est en retrait. Donc, cette entreprise, elle vient occuper le rôle de pourvoyeur dans la santé, l'éducation, les infrastructures, en diffusant une discipline et des manières d'être, de faire, en créant une identification à l'entreprise, au point où, comme je l'avais déjà présenté dans le précédent épisode, il y a des membres qui m'ont même dit que ce village avait toujours été un village minier. C'est notamment le cas de la représentante de la communauté qui vient à diffuser le narratif de l'entreprise minière, qui vient le propager au sein du village. Parce que, en l'occurrence, il y a ce contrat social qui a été fait, à savoir en échange donc de ces retombées, de ces projets RSE qui comprennent donc des enceintes Starlink installées sur les habitations, des chauffe-eau disposés dans certaines maisons, la construction du réfectoire, l'achat d'une ambulance pour la communauté, etc. Donc on a des membres comme ça, des intermédiaires qui se jouent les défenseurs de l'entreprise minière dans ces territoires. Et donc au-delà de cette entreprise qui se joue acteur social angloman à Santa Rosa de los Pastos Grandes, c'est aussi un processus de salarisation massif, parce que sur 260 habitants, il y en a plus d'une soixantaine qui vont travailler dans les services à la mine. C'est souvent des contrats courts, 3 mois, 6 mois, et c'est pour les services de la mine, donc c'est de la construction, ça va être du catering, ça va être également du transport, ou travailler dans la sécurité du projet Eramet. Donc c'est une mise en dépendance progressive vers la mine, là où au moins le pastoralisme permettait une forme d'autonomie vis-à-vis de l'entreprise minière. Et donc un autre point à notifier dans ce rapport asymétrique, c'est dans ce rapport asymétrique entre la mine et la population locale, c'est donc les dispositifs de domination qui ont été déployés par l'entreprise minière dans le village. C'est la récolte d'informations et de renseignements. Donc avant l'implantation en fait, du projet minier, on s'assure de préparer le terrain pour matérialiser par la suite les infrastructures minières. Cette préparation du terrain, elle induit donc
d'embaucher des anthropologues, de renseigner au maximum quelles sont les unités domestiques les plus à même à coopérer avec l'entreprise minière et celles qui ne le seraient pas véritablement. Pour ça, on fait appel donc à des, comme je l'ai dit, des anthropologues, mais aussi des cabinets de consulting pour réaliser parfois des cartes de conflictualité, pour connaître in fine qui pourraient être disposés à coopérer. Donc les intermédiaires du projet, comme ils ont été ciblés dans ce projet, c'était notamment le cas de la représentante de la communauté, et ceux qui ne le seraient pas. Et dans ce cas-là, on essaie plutôt de gouverner ces protestations à travers divers moyens d'intimidation. Donc c'est des moments où je me suis rendu sur le terrain avec les entreprises de relations communautaires, où on va parler à un habitant qui se plaint des externalités négatives du projet. À défaut de pouvoir savoir ce qui se disait dans ces contestations, enfin dans ces négociations, parce que j'étais sommé de rester dans la voiture, on pouvait au moins analyser le dispositif de domination à l'œuvre dès lors qu'on a un habitant qui est isolé au milieu du désert et du salar de Centenario Ratones face à 3 voitures et pick-up d'une entreprise minière dont certains membres sont de la sécurité, d'autres des relations communautaires, des gens qui sont parfois hautement diplômés, qui sortent de l'université de Salta. Ce qui se passe dans ces négociations, c'est qu'on vient déposer un pack d'eau pour cet individu. On lui dit que son problème va être réglé, et en réalité, on lui fait aussi comprendre que on lui a déjà installé une antenne Starlink qui est un chauffe-eau, et qu'il est quand même malvenu et ingrat de se plaindre dans ce genre de configuration. Puis si je peux me permettre, le fait de te demander de t'imposer de rester dans la voiture dit déjà beaucoup de choses. Oui. Aussi en lui-même. Ouais, c'est peut-être du coup un des aspects aussi dont je peux parler, qui était intéressant dans ce travail, parce que une grande partie du travail d'enquête et de terrain vis-à-vis de cette entreprise minière française a été dévoilée dans la manière dont le terrain s'est aussi dérobé en quelque sorte. À savoir, quand je me suis rendu à Salta, c'est extrêmement compliqué de rentrer en contact avec l'entreprise minière, parce qu'on travaille sur une entreprise qui est extrêmement, le secteur minier qui est un secteur extrêmement opaque. Et par conséquent, il a fallu attester de ma fiabilité, du fait que je ne serais pas un élément dangereux pour eux, afin de pouvoir enquêter sur leurs pratiques de responsabilité sociale et environnementale. Et quand je me suis rendu donc sur le terrain, quand je leur ai présenté ma volonté de me rendre directement sur le terrain à Santa Rosa pour voir comment se déroulait leur projet de responsabilité sociale et environnementale, donc j'ai dû être accompagné par les équipes de relations communautaires du projet, afin qu'ils s'assurent que je sois pas que je vienne pas colporter des informations, en tout cas aller questionner les oppositions qui étaient pourtant présentes dans le village, parce qu'il en existait et que le projet ne faisait absolument pas consensus. Donc ce qui est intéressant, c'est tous les dispositifs de contrôle, aussi bien des populations à l'intérieur même du village, de récolte d'informations, mais aussi le contrôle de l'information, de comment elle circule, et il ne faut pas qu'elle en sorte du village en quelque sorte, dans la mesure où vu que cette entreprise, elle se joue acteur social englobant, entreprise-État, elle se charge aussi de qui va pouvoir rentrer et sortir du village. Et sans leur présence, donc, ils refusaient en quelque sorte que je me rende seul, sous prétexte que c'était trop dangereux, que je viendrais effrayer les populations. Bon, au final, je me suis quand même rendu une première fois avec les équipes de relations communautaires et une deuxième fois sans. Et c'est là qu'on a véritablement pu, avec celle qui m'accompagnait, Céleste Egelsberg, donc mon accompagnatrice, donc se pencher sur les contestations du projet à l'intérieur même du village. Parce qu'il en existe, mais elles sont évidemment plus timides quand l'entreprise minière est autant présente. Et tu n'as effrayé personne, notons-le. Je crois en tout cas que je n'ai effrayé absolument personne. En tout cas, c'est quand même des aspects qui sont aussi à prendre en compte, parce que ils ont joué aussi sur une carte qui est véritable. C'est que quand on est un chercheur occidental qui vient travailler sur l'extractivisme minier dans des régions reculées, ils ont énormément joué sur, je dirais, l'essentialisation des populations autochtones, qui serait, lors des entretiens, c'était presque assez terrifiant la manière dont ils présentaient ces communautés-là, qui seraient apeurées par... en fait, non, pas absolument pas. Voilà, vis-à-vis de... leur discours m'a presque plus effrayé vis-à-vis de cette essentialisation des populations autochtones. Oui, voilà. Eux, comment ils les considèrent, que comment ils sont vraiment, en fait. Exactement. Et donc, voilà, pour un peu conclure, on peut potentiellement dézoomer sur l'Argentine de manière générale, et qui plus est de l'Argentine de Javier Milei,
en estimant que dans les années à venir, ces communautés locales que j'ai pu rencontrer dans le cadre du projet Eramet, elles vont être confrontées à une dynamique d'industrialisation accélérée de la mine, parce que le projet Eramet, c'est la pointe avancée d'un vaste déploiement extractif, parce que c'était le 4e projet en Argentine d'extraction du lithium. Et dans les années à venir, c'est plus d'une 60aine de projets en phase de prospection, développement, exploration qui se développent dans le nord de l'Argentine. Alors pour ces entreprises extractives qui prétendent contribuer à une transition juste, celle de la transition écologique, c'était frappant de voir qu'aucune milite véritablement pour la titularisation des terres en Argentine, la reconnaissance des droits fonciers de ces communautés-là, qui serait évidemment un verrou évident pour eux à la matérialisation de leur projet, parce que ça leur demanderait véritablement de négocier et d'essayer de restaurer un peu plus cet équilibre de la négociation. Même si c'est assez utopique de parler d'équilibre de la négociation. Parce que comme le cas d'Eramet le montre, l'absence de titres fonciers cumulés au retrait stratégique de l'État argentin dans ces espaces a entraîné, moi dans le cas que j'ai étudié, mais c'est assez fréquent dans les autres régions et dans les autres situations de projets miniers en Argentine, une asymétrie les plus totales où les communautés sont en fait laissées à la merci totale des entreprises minières. Puis comme on l'a noté, il n'y a aucune préparation du futur parce que l'extraction du lithium, ça dure entre 20 et 30 ans. Et après, point d'interrogation. Et ça, si vous voulez savoir la suite, allez sur le grand épisode. Voilà. Comment on fait la cross-promo, tout ça, cross-publicité. Bastien, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Est-ce que tu continues dans la recherche ou tu t'es dirigé vers d'autres horizons ? Alors, voilà, je suis dans une forme d'entre-deux entre la recherche et le journalisme. Mais donc, je suis actuellement dans un institut de recherche pour le développement. Okay. Et on continue à travailler sur les politiques minières en Argentine, en République démocratique du Congo. Ok. Ah oui, gros dos. Parce que c'est gros dossier. De gros dossiers. Okay. Voilà. Lithium ou coltan ou tout quel que soit le minerai extrait ou On est sur une perspective de longue durée, du coup, de voir comment on est sur le cuivre et le lithium. Okay. En fait, il y a une forme de continuité avec la manière dont les États, notamment l'État français, essayaient de sécuriser ses approvisionnements en cuivre. Et continue à essayer de sécuriser ses approvisionnements en lithium aujourd'hui. Donc on travaille sur la longue histoire de la manière dont l'État français s'articule pour essayer de prendre le plus possible, de sécuriser son approvisionnement. Exactement. Ok. Et écoute Bastien, merci beaucoup pour cet épisode du Dazibao en bref. Comme d'habitude, toutes les informations sont déjà sur le site, on l'a déjà dit pour les auditeurs. Je te souhaite le meilleur pour la suite, et des bonnes recherches à venir. Puis je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Some crazy people look passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it.